Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les crédits agriculture rejetés par le Sénat. Dans le cadre du projet de loi de finances, les sénateurs ont estimé que le budget consacré au développement agricole du pays n'était pas à la hauteur des enjeux, malgré les injonctions du ministre Stéphane Travert, qui a souhaité leur donner l'envie d'avoir envie. Les inquiétudes du Sénat concernent aussi le budget sport. Dans un appel publié par le journal L'Équipe, les sénateurs demandent le maintien des crédits du ministère alors que la France va accueillir la Coupe du monde de rugby et les JO successivement en 2023 et en 2024. Le débat est à suivre. La crainte d'une nouvelle intifada au Proche-Orient après la décision unilatérale de Donald Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. La communauté internationale condamne ce choix. Les réactions au Sénat dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on retrouve tout de suite Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, le marathon budgétaire se poursuit et je le disais en titre, ce matin, ce sont les missions consacrées à l'agriculture qui ont été rejetées par le Sénat. Effectivement, les sénateurs ont rejeté aux alentours de 13 h les crédits de la mission agriculture et pourtant Stéphane Travert avait fait preuve de beaucoup d'imagination pour défendre son budget dans son discours. Alors hier, on se le rappelle, les députés ont rendu un hommage en chanson à Johnny Hallyday, disparu le matin. Et bien aujourd'hui, l'idole des jeunes a été citée par le ministre de l'Agriculture dans son discours. On l'écoute. Et si je veux faire un lien avec l'actualité d'hier et qui endeuille le rock'n'roll français, une vision d'un certain nombre d'entre vous, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Moi, je veux vous inviter, mesdames, messieurs les sénateurs, à avoir envie d'avoir envie. Ce qui est sûr, c'est que l'argument musical n'a pas permis de convaincre des sénateurs dans l'ensemble très dubitatif quant au crédit de la mission agriculture dans ce budget 2018. Le ministre a beau parler d'un budget de transformation qui doit répondre à une crise économique, sanitaire et climatique et faire valoir les travaux en cours des états généraux de l'alimentation. Eh bien, les rapporteurs notamment ont eu des mots très sévères à l'égard du texte. Un des mots que je cite, c'est un premier pas vers un repli des soutiens aux exploitations, des orientations économique préoccupante pour l'avenir, un texte sans tonus, sous-provisionné, sous l'impact de remontrances européennes. Écoutez à ce propos l'avis de la présidence LR de la Commission des affaires économiques, Sophie Primas, un peu plus nuancée mais néanmoins très inquiète. Vous nous présentez aujourd'hui le premier budget agricole du quinquennat. Il suscite beaucoup d'interrogations, des réserves que les rapporteurs vous ont adressées. Le contexte dans lequel il s'inscrit est naturellement marqué par une conjoncture toujours incertaine, même si la situation semble s'améliorer en 2017 par rapport à l'horrible année 2016. La conjoncture, ni vous ni personne n'en a une maîtrise réelle. En revanche, vous avez la maîtrise de la politique de soutien, de transformation et d'accompagnement de notre agriculture. Et sur ce point, nous avons quelques interrogations. Et Sophie Primas finalement de lister les sujets des préoccupations, la PAC ou encore le grand plan qui avait été annoncé par Emmanuel Macron lors de son discours de Rungis, ou encore à quoi vont mener les états généraux de l'alimentation. Et finalement, vous l'avez dit, les sénateurs ont donc rejeté les crédits de cette mission. Juste un dernier mot, Delphine, pour vous dire que la séance vient tout juste de reprendre dans l'hémicycle et qu'actuellement s'exprime derrière moi la présidente du groupe communiste au Sénat, Éliane Assassi, avec une allocution qui est consacrée à la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Merci à vous, Tam, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Un appel dans le journal L'Équipe pour sanctuariser le budget sport. Une centaine de sénateurs, dans une lettre, demandent au ministre Laura Flessel et Gérald Darmanin de maintenir les crédits du ministère. Ils s'inquiètent d'une baisse alors que la France doit accueillir des événements sportifs majeurs dans les prochaines années. Fabien Riquer. L'annonce avait surpris
Alors que Paris doit accueillir les JO en 2024, le ministère des Sports voyait son budget diminuer de 7% dans le projet de loi de finances, divisant au passage par 2 les ressources du Centre national du développement du sport, en charge de promouvoir le sport pour tous. Des crédits que les sénateurs ont voulu rétablir en première lecture. En cette période, avec un affichage double de la part du gouvernement, c'est-à-dire un double objectif, à savoir 80 médaillés olympiques et 3 millions de pratiquants, de licenciés en plus, il fallait donner des moyens, donc des structures supplémentaires et permettre à certaines structures de se mettre enfin aux normes. En vue du vote du budget à l'Assemblée nationale, une centaine de sénateurs de tous bords s'adressent à la ministre des Sports dans un courrier. Ils défendent leur amendement pour le maintien du budget du Centre national du développement du sport, notamment via la taxation des jeux d'argent, car il y a urgence à agir. On ne peut pas attendre 2023 pour faire quelque chose en 2024. Donc il faut dès à présent se mettre en route pour préparer correctement 2024. Et le sport pour tous est réellement en danger. Nous attendons bien sûr un effort supplémentaire au niveau de l'État pour préparer les événements qui s'annoncent. Avant les Jeux, la France organisera une Coupe du Monde de rugby en 2018. Les sénateurs comptent désormais sur les députés pour qu'ils maintiennent leur amendement en deuxième lecture à l'Assemblée. Voilà, et la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en 2023. Nous vous en parlions mardi. Le Sénat entame sa réforme des frais de mandat, comme l'a fait l'Assemblée nationale. Les sénateurs devront désormais justifier leurs frais. Un contrôle aléatoire sera mis en place. Le dispositif a été entériné à l'issue du bureau aujourd'hui. Le détail avec Samia Dechir. Les sénateurs devront désormais rendre des comptes sur leur IRFM. L'indemnité représentative de frais de mandat, c'est l'enveloppe qui leur est allouée pour couvrir les dépenses liées à l'exercice de leurs fonctions. Un montant d'un peu plus de 6 000 € mensuels qu'ils n'avaient jusqu'ici pas besoin de justifier. Mais pour se mettre en conformité avec la loi de moralisation de la vie publique, le bureau du Sénat vient de définir de nouvelles règles. L'IRFM sera remplacé en 2018 par une avance de frais de mandat. Les sénateurs devront conserver tous les justificatifs de leurs dépenses. Les justificatifs seront au fur et à mesure, nous les rentrerons sur un site informatique qui a été créé et qui permettra d'avoir une nomenclature sur 10 catégories différentes de types de frais. Et nous pourrons photographier nos justificatifs qui seront conservés dans un coffre électronique pouvant être ouvert par ceux qui en assumeront le contrôle. L'enveloppe a été revue à la baisse. Elle passera de 6 100 à 5 900 € mensuels. Les sénateurs seront contrôlés de manière aléatoire au moins une fois au cours de leur mandat. Un contrôle effectué par le comité de déontologie du Sénat, composé de sénateurs assistés d'un tiers de confiance. Les sanctions éventuelles n'ont pas encore été définies. Si des situations étaient potentiellement en infraction par rapport à ces nouvelles règles, le sénateur pourrait être entendu pour justifier telle ou telle dépense qui peut paraître inexpliquée a priori. Ça, c'est la première démarche. Si, malheureusement, il fallait aller au-delà, j'imagine que le bureau aurait statué pour mettre en place des sanctions et saisir éventuellement la justice, j'imagine, mais dans le cas le plus extrême. Cette plus grande transparence doit permettre de redonner confiance dans la classe politique, dont l'image a été écornée par la multiplication des affaires. La délinquance a baissé en 2016. Les vols avec violence, les cambriolages et les violences physiques ont connu une certaine diminution. En revanche, la cybercriminalité est en augmentation avec une hausse des fraudes à la carte bancaire. Clément Perrault. La délinquance est globalement en baisse en France. C'est la principale information à retenir du rapport annuel de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Il concerne les chiffres de 2016. Dans le détail, les cambriolages sont en baisse sensible depuis 2014. Les vols de voitures, eux, ont chuté de près de 50% sur 10 ans. Et enfin, les violences physiques sont en baisse constante. Des biens qui sont mieux protégés, par exemple, des maisons, des appartements, des voitures qui sont beaucoup mieux protégées, donc beaucoup moins accessibles pour les délinquants. Également, sûrement, par exemple, pour les vols avec violence, une présence plus importante des forces publiques sur le terrain, notamment suite au déploiement de l'opération Sentinelle ou de Vigipirate. Malgré ces bons chiffres, le sentiment d'insécurité ne baisse pas, il augmente même très légèrement. Enfin, la cybercriminalité explose et notamment les arnaques à la carte bancaire.
La cybercriminalité, déjà, c'est prendre moins de risques d'être interpellé par les forces de l'ordre, puisqu'on est chez soi ou dans un local, donc on n'est pas sur la voie publique. C'est une infraction qui peut rapporter aussi énormément, parce que ce sont des infractions sérielles, et même escroquer, je dirais, des petits montants, quand vous les cumulez entre eux, peuvent très largement dépasser les montants susceptibles d'être volés à l'occasion d'un vol à main armée ou d'un cambriolage. À signaler, le taux de plainte dans les cas d'arnaque sur Internet est près de 2 fois moins important que pour les cambriolages. Et on retourne à la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek pour une première réaction avec le président de la commission des lois, le sénateur LR Philippe Bas. Bonjour Philippe Bas, merci de répondre à nos questions. Les chiffres de la délinquance sont en baisse pour 2016, ils sont bons. Est-ce à dire que les lois fonctionnent, ou en tout cas ça va être au crédit de notre politique sécuritaire? Il est certain que nous avons renforcé, et le Sénat n'y est pas pour rien, notre arsenal répressif. Mais tout ceci est lié avant tout à la présence de forces de l'ordre très actives à cause des attentats terroristes. Et ça a un effet global sur l'évolution de la délinquance. C'est pourquoi je recommande vraiment de prendre avec beaucoup de précautions tous les chiffres qui peuvent porter sur l'année 2016 ou l'année 2017. Il y a eu un déploiement formidable de forces de police et de gendarmerie. Elles sont d'ailleurs sollicitées jusqu'à l'épuisement. Et je rends hommage aux policiers et aux gendarmes. Et nous avons l'opération Sentinelle. Voilà, vous voulez dire qu'en fait, c'est plus l'opération Sentinelle qu'on voit dans ces chiffres-là? C'est, je crois, ce que tous les experts disent. Au fond, pour pouvoir faire des comparaisons d'une année sur l'autre, il faudrait que le contexte n'ait pas changé. Or, le contexte n'a pas seulement changé, il a été bouleversé. Ça doit nous inciter non pas à baisser la garde, mais au contraire à renforcer notre effort. Et je dois dire que ça n'est pas ressusciter la police de proximité avec des stagiaires qui vont aller se présenter dans les banlieues en uniforme qui améliorera la sécurité. Je dis, prenez garde à la démagogie dans ce domaine comme dans tous les autres. Ce qu'il faut, c'est continuer à maintenir une présence réellement dissuasive et à être attentif aussi à la manière dont les plaintes sont recueillies. Par exemple, les violences sexuelles. Vous savez que la Commission des lois travaille sur les violences sexuelles. Nous constatons que beaucoup de victimes de violences sexuelles sont encore mal accueillies ou n'osent même pas se présenter. Hein. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'efforts et de réformes à faire pour assurer la sécurité des Français. Et il ne faut surtout pas se laisser endormir par des chiffres qui sont liés à ces circonstances extraordinaires que nous avons traversées. En revanche, Philippe, certains chiffres explosent. C'est la cybercriminalité, les débits frauduleux sur compte. Est-ce que là aussi, il faut déployer différemment les moyens sur tout ce qui concerne la cybercriminalité ? Il faut déployer les moyens dans tous les domaines de la délinquance. Ce domaine est un domaine effectivement de délinquance en pleine expansion parce que vous et moi, nous utilisons de plus en plus pour des démarches multiples qui engagent nos finances personnelles, Internet. Et donc ça crée des vocations de délinquance. Il faut s'en méfier. Et je crois que ça, pour le coup, ces chiffres n'ont rien à voir avec la situation du terrorisme et ils révèlent une réalité qu'il faut se donner les moyens de traiter davantage. L'évolution donc de la délinquance. Merci Philippe Bas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On en vient à présent à la campagne d'entre-deux tours des élections territoriales en Corse. Hier, un débat avait lieu entre les candidats et vous allez le voir, il a vite tourné autour de l'indépendance de la Corse lors d'échanges particulièrement tendus. Quentin Calmet avec Oriane Mancini sur place. Arrivés un à un, tous les candidats encore en lice le savent. Les enjeux de ce débat d'entre-deux tours sont essentiels pour le futur de la Corse. Car depuis dimanche, tous les regards sont braqués vers lui. Gilles Simeoni, candidat de l'Union entre autonomistes et indépendantistes. Le score réalisé par sa liste a laissé loin derrière les trois autres candidats. Droite régionaliste, candidat En Marche, tête de liste soutenue par LR. Ils n'ont pas formé de front contre les nationalistes, mais pourtant pendant ce débat, ils ont attaqué ensemble. Avec en point d'orgue cet échange tendu sur la place de la Corse dans la République. Par définition, lorsqu'on est sur un statut d'autonomie, on continue à avoir l'appartenance à l'État, puisque les compétences régaliennes sont exercées par l'État. Ensuite, avançons ensemble, construisons dans les domaines du quotidien, construisons dans le domaine institutionnel, ne diabolisons plus.
parce que nous sommes aujourd'hui fondamentalement sur une trajectoire qui est une trajectoire d'apaisement. Non, vous rêvez pas, Jean-Martin. On croit rêver. Vous engagez un processus. Et il faut que ceux qui nous écoutent comprennent qu'il s'agisse d'un processus irréversible. C'est presque biologique, votre histoire. Vous êtes en train de nous planter la graine de l'autonomie. Mais la graine de l'autonomie conduira un arbrisseau, si vous voulez bien l'entendre. Après la métaphore du paquebot, oui, je prends la métaphore de la graine que vous plantez. Cet arbrisseau s'appelle l'autodétermination. Des adversaires des nationalistes qui ont tenté hier de dénoncer l'ambiguïté de leur position. Quand vous écoutez Gilles Siméon, vous pouvez penser qu'il est clair, sauf que derrière lui, il a en numéro 3 sur sa liste, en numéro 5, Jean-Guy Talamone et Jean-Christophe Angeline, qui le soir du premier tour vous expliquent que l'autonomie c'est une étape pour dans 3 ans et que dans 10 ans, la question de l'indépendance doit être posée. Des candidats concurrents des nationalistes qui promettent de surveiller de très près le prochain exécutif corse sur cette question sensible du statut de l'île. Et on va d'ailleurs retrouver Oriane Mancini en direct d'Ajaccio. Bonjour Oriane, au lendemain du débat d'entre-deux tours, vous avez suivi Valérie Bozzi, c'est la candidate soutenue par les Républicains. Quelle est sa stratégie, Oriane, face à la victoire annoncée des nationalistes ? Oui Delphine, Valérie Bozzi qui est actuellement en train de visiter une exploitation agricole car sa stratégie c'est de labourer le terrain. Son score du premier tour, elle l'explique par le fait qu'elle n'a pas réussi à mobiliser son camp, ce qu'elle compte faire dimanche prochain car son objectif c'est de tenter de peser dans le futur hémicycle face aux nationalistes. Elle en appelle donc au sursaut démocratique et son objectif c'est également de ramener ces derniers jours de campagne sur un débat de fond, ce qui a manqué selon elle jusqu'à maintenant. La collectivité unique, c'est trop abstrait. On n'a pas assez expliqué l'enjeu pour l'avenir de la Corse, dit-elle. Pour elle, cette élection, c'est la plus importante de l'histoire de l'île et l'enjeu, c'est celui de la place de la Corse dans la République. Le débat, c'est celui de la démocratie incarnée par Gilles Siméon face à la République qu'elle veut, elle, incarner. C'est d'ailleurs elle qui hier a interpellé Gilles Siméon pendant le débat d'entre-deux tours, lui demandant d'affirmer son attachement à la France, car comme les deux autres adversaires des nationalistes, elle trouve qu'il y a une ambiguïté de la part de sa liste sur ce sujet. Et puis pour Valérie Bozzi, l'enjeu de ces rencontres de terrain, c'est aussi un enjeu à plus long terme pour une droite locale divisée. 2 candidats sont encore présents au second tour et ils le savent, s'ils veulent éviter que les nationalistes ne s'installe au pouvoir pour de nombreuses années, c'est toute la structure de la droite corse qu'il va falloir reconstruire. Merci à vous, Oriane. Je vous le disais en titre, le Sénat a rejeté les crédits de la mission agriculture ce matin. Pour la Haute Assemblée, ils ne sont pas suffisants. Avant d'en parler avec mes invités, les explications de Cécile Sixou. Avec près de 2% d'augmentation, le portefeuille de l'agriculture fait partie des gagnants cette année. Pourtant, au Sénat, les arbitrages budgétaires choisis par le gouvernement pour le monde agricole ne sont pas passés. Premier point de friction, le déblocage d'une enveloppe de 300 millions d'euros pour mieux répondre aux risques sanitaires, pas suffisante selon les sénateurs. Si nous avons une crise sanitaire, si nous avons des aléas climatiques très importants, ou si nous avons des apurements, c'est-à-dire des condamnations à Bruxelles de rembourser une partie de sommes d'argent qui auraient été distribuées à l'agriculture. La vraie question que je pose, que nous posons au ministre, est-ce que c'est un solde de tout compte 300 millions n'a rien à voir avec la vie de tous les jours sur une année budgétaire pour l'agriculture. Autre orientation contestée, les aides au maintien des agriculteurs bio que le projet de loi prévoit de stopper. Le gouvernement nous dit que c'est pour les réorienter sur l'installation. Mais le problème, c'est qu'on supprime des aides sur le maintien au bio. Et ce qui est important, puisqu'on sait qu'une installation bio, il faut plus de 5 ans, voire 7 ans, pour que vraiment elle puisse être pérenne. Et donc ça, c'est une vraie inquiétude. En revanche, les sénateurs ont salué les crédits alloués à la formation. Stéphane Travert prévoit d'y consacrer plus d'un tiers du budget. L'enseignement qui est aujourd'hui important parce que c'est celui qui va préparer les générations futures de demain. Les générations qui demain seront les chefs d'exploitation, les futurs ingénieurs agronomes, les vétérinaires. Et l'enseignement agricole est un enseignement inclusif qui maille les territoires. 98% des jeunes qui sont issus de l'enseignement agricole ressortent avec un emploi. Le Sénat a également déploré que le projet de loi n'anticipe pas les états généraux de l'alimentation dans sa traduction budgétaire. Et
Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Cécile Cukierman, bonjour, merci d'être avec nous, sénatrice communiste de la Loire. J'accueille également sur ce plateau Michel Raison, bonjour, vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Saône. Également avec nous Henri Cabanel, bonjour, vous êtes sénateur socialiste de l'Hérault. Et Pierre Louhault, bonjour, sénateur Union centriste d'Indre-et-Loire. Première question pour vous, Cécile Cukierman, vous n'avez pas été convaincue par les arguments de Stéphane Travert ce matin ? Non, parce que je crois qu'un budget, ce ne sont pas que les arguments d'un ministre en séance, ce sont des chiffres. Et effectivement, comme nous l'avons dénoncé, nous avons été un certain nombre à dénoncer un budget en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il y a certes sur la masse globale une légère augmentation, mais qui plus de plus de pourcents, mais ce n'est pas plus de pourcents sur l'installation, sur l'aide au développement agricole et sur l'aide aux exploitations, et donc sur ce qui retombe réellement chez les paysans et les agriculteurs dans nos territoires. On a effectivement aujourd'hui une hausse, mais qui est liée, effectivement, ça a été rappelé dans le reportage précédent sur la gestion des risques en matière prévisionnelle. Et donc, effectivement, le budget réellement consacré, alloué au développement de l'agriculture dans nos territoires, lui, est en baisse. Donc, nous ne sommes pas convaincus parce que les chiffres ne nous permettent pas de l'être. Ouais. Michel Raison, qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce budget ? Alors, au-delà de la bataille des chiffres, je suis d'accord avec ma collègue, puisque vous savez que les chiffres, on fait un peu tout ce qu'on veut, on adapte. En effet, on peut vous expliquer qu'il est plutôt à moins quelques pourcents. Le vrai problème, moi, il n'est pas tellement là. Il est l'inadéquation entre ce qu'on trouve dans le budget et le discours, ou les discours, c'est-à-dire celui du président de la République et celui du ministre de l'Agriculture. On nous promet une révolution dans l'évolution des structures agricoles, dans le fonctionnement environnemental. On nous promet beaucoup de choses. Ce matin, le ministre de l'Agriculture, ou plutôt à midi, nous a carrément dit qu'on passait de l'ombre à la lumière. Et pour passer de l'ombre à la lumière, on se repose sur les assises de l'alimentation. Alors ça, c'est un vieux jeu de communication. On fait des assises de l'alimentation pour expliquer qu'on va, nous, enfin, tout, quand je dis nous, à la place du gouvernement, tout bouleverser. Ce qui n'est évidemment pas... Ça permettait quand même d'instaurer un dialogue, une concertation, oui, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et c'est vraiment dans le budget de l'agriculture qu'on devrait pouvoir noter un certain nombre de différences d'orientation qu'on pourrait contester ou pas contester, mais il n'y a absolument aucune différence d'orientation par rapport au budget précédent. Il y a une continuité, et évidemment que c'est complètement en inadéquation avec ce qu'expliquait encore même le ministre ce matin. Ouais. Henri Cabanel, c'est pas un problème de chiffres, c'est un problème d'orientation, selon vous ? Oui, il est certain que pour nous, ce budget tel qu'il a été présenté va à peu près dans la continuité de ce qui avait été fait en 2017 avec Stéphane Le Foll. Mais manque à l'appel certains budgets, notamment la baisse de 7 points des cotisations sociales. Rien sur la gestion des risques, qui me semble un argument fort pour les agriculteurs, et avec une inquiétude même sur la vision et les discussions qui sont en train de se faire autour de la PAC, où a priori ça n'évoluera pas. Donc là c'est un risque majeur, mais nous devons, et le gouvernement doit effectivement travailler davantage sur une réforme fiscale. On a parlé beaucoup d'épargne de précaution. Le président Macron s'était engagé à travers une épargne de précaution, mais tout cela n'apparaît pas dans le budget 2018. Et là, je pense qu'il y a pas mal à faire pour sécuriser nos agriculteurs. Henri Louhault. Oui, je crois que cette hausse est un peu artificielle. D'abord, on fait glisser des fonds européens du pilier 1 au deuxième pilier, 300 millions. On va payer des indemnités aux agriculteurs, souvent des mesures agro-environnementales ou sur le bio, avec 2 ans de retard. Donc effectivement, il y a un moment, il faut payer. Et on oublie de dire qu'on a utilisé cet argent pour payer à l'Europe les pénalités. Donc, moi, je regrette, mais le ministère n'a pas été à la hauteur de la gestion des fonds européens et il le fait payer aux agriculteurs. Pour moi, c'est inacceptable. Cécile Cukierman, l'objectif était pourtant de redorer, de remonter, je reprends les propos de Stéphane Travert, l'image de la ferme France.
Mais je crois qu'il y a une urgence à redorer effectivement cette image. Mais d'abord, ce n'est pas que dans les discours que les choses se font. Je crois qu'il y a réellement besoin aujourd'hui d'accompagner l'ensemble de nos exploitations agricoles pour leur permettre de répondre aux défis de demain. On vient le voir, on termine une année où il y a eu de nombreuses calamités agricoles. On a connu le gel au printemps, on a connu des phénomènes de sécheresse très importants cet été. Donc c'est cette problématique des exploitations aujourd'hui qu'il nous faut repenser, leur permettre d'être en autosuffisance et de s'adapter aux défis climatiques de demain. On la connaît, donc il y a besoin pas simplement d'un discours offensif, il y a besoin effectivement d'une aide, il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin de faire ce plan Marshall de l'agriculture pour permettre à la ferme France, pas simplement de retrouver ses couleurs, mais d'être en capacité demain de répondre aux enjeux pour les agriculteurs, de vivre dignement de leur travail et aux consommateurs que nous sommes toutes et tous, de pouvoir se nourrir sans avoir le souci ni de la sécurité alimentaire, ni de toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté jour après jour. Michel Raison, sur ce point, sur la capacité à prévenir et à réagir finalement face aux risques sanitaires, ça faisait partie aussi des priorités du ministre Stéphane Travert. Oui, ça je pense que là on est à peu près d'accord. Là on peut toujours dire qu'on manque de moyens, mais là on est à peu près d'accord. Mais pour revenir sur la ferme France, en effet le discours fait pas tout, mais il peut parfois faire du mal. Et lorsque le président de la République a pris la parole après les assises de l'alimentation, on s'y retrouve pas très bien. Dans un début, il nous dit que tous les systèmes d'agriculture doivent pouvoir se côtoyer. C'est mon avis aussi. C'est ça la ferme France. Il n'y a pas des agricultures à deux vitesses. Il y a je ne sais pas combien de sortes d'agriculture. L'intelligence de l'agriculteur, c'est d'adapter sa production à son propre marché par rapport à son niveau de qualité de produit. Voilà, mais il en faut pour tout le monde. Il en faut pour l'exportation et il en faut pour tous les types de consommateurs. Mais un peu plus loin dans son discours, je me suis donné le mal de le relire, il remet en cause le modèle agricole national. Mais c'est quoi le modèle agricole national? Et si on veut redonner confiance aux agriculteurs et leur donner en effet la fierté de l'être, il faut peut-être pas trop leur taper dessus quand même, d'autant que on nie trop, on est souvent dans des slogans dans le domaine de l'agriculture et on nie trop, souvent les descriptifs faits par certains extrémistes de l'écologie, c'est ce qui se passait il y a 30 ans. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs de commises, comme il y en a eu dans l'industrie, comme il y en a eu dans la médecine, comme il y en a eu dans beaucoup d'autres productions, mais les progrès considérables sur le plan technologique et protection de l'environnement en agriculture, c'est considérable et c'est à ce moment-là qu'on leur dit votre modèle, oh non, c'est pas terrible. Il y a des contradictions dans le discours, donc les agriculteurs leur sentent très mal ça. Et pour autant, Henri Cabanel, il y a eu la fin des aides au bio qui a été votée dans ce texte. Le ministre veut soutenir finalement les autres modes de production. Est-ce que ça, vous avez été convaincu par ce transfert? Ça vient d'être dit. Il n'y a pas un mode référence au niveau de la France. Nous acceptons toutes les agricultures, qu'elles soient avec une volonté d'agriculture durable, certes, mais que ce soit l'agriculture bio, de l'agriculture raisonnée, il y a tout un système. La problématique, c'est que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. C'est vrai que les états généraux sur l'alimentation, j'espère en tout cas, c'est le bénéfice du doute que j'ai accordé au ministre ce matin, j'espère qu'elles vont aboutir, même si on peut avoir quelques craintes par rapport donc aux acteurs qui sont autour de la table. Mais il n'en demeure pas moins que les agriculteurs, le nombre d'agriculteurs ne cesse de baisser depuis les années 70. Ça a été rappelé ce matin, et on ne le dit pas assez souvent, un agriculteur se suicide chaque 3 jours. C'est très important. On manque de jeunes qui s'installent. Donc il faut absolument que l'agriculture sorte par le haut, et elle ne pourra sortir que par le haut s'il y a une véritable volonté du partage de la valeur. Et aujourd'hui, elle n'y est pas. C'est pour ça que nous avons du mal à la fois à installer des jeunes dans l'agriculture, mais surtout que nos agriculteurs, parce qu'ils sont fiers, et Michel, dans le débat, l'a dit ce matin, ils sont fiers d'être agriculteurs, encore faut-il qu'ils puissent vivre dignement de leur métier, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut vraiment agir là-dessus. Pourtant, il y a quand même un effort qui a été fait sur la formation des jeunes, Henri Louot, avec 27,8% de ce budget qui est consacré notamment à l'enseignement agricole. Oui, alors ça c'est une originalité. C'est le budget, en France, c'est le budget agricole qui finance la formation, alors que le budget de l'éducation nationale ou de l'apprentissage est souvent financé ailleurs. C'est une réalité pas partout. Il y a notamment
les maisons familiales rurales qui savent apporter une formation continue depuis longtemps. Elle voit la contribution du ministère de l'Agriculture et de l'Éducation nationale baisser. Ça n'est pas tout à fait normal, ça n'est pas une hausse pour tout le monde. Alors effectivement, on nous dit qu'il faut des moyens pour faire évoluer cette agriculture dans les méthodes, qu'elle soit plus environnementale et ainsi de suite. Mais on ne le retrouve pas vraiment à travers le budget. On a effectivement une formation d'ailleurs du budget de l'agriculture qui ne s'adresse pas que pour former des agriculteurs. Il y a tous les volets paysagistes, grandes écoles et ainsi de suite, qui sont budget de l'agriculture, mais qui ne concernent pas vraiment l'agriculture. Et ensuite, je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est que si on veut ramener des jeunes agriculteurs, il va falloir donner une autre image de l'agriculture. Vous savez, il y a cette télé-réalité qui fait quand même beaucoup de mal. Quand on prend des photos de l'agriculture d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, en disant les paysans sont tous des pollueurs, les firmes sont derrière les paysans, les lobbying, et leur font faire des bêtises, et on supprime le glyphosate et ainsi de suite. Quand on montre que les animaux sont pas bien élevés dans les élevages français. On a sans doute la meilleure agriculture du monde dans ce domaine-là. C'est bien, je crois qu'il faut le poursuivre. Et en même temps, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire qu'on ne sait plus élever du poulet en France parce qu'on a des normes sévères. Et en même temps, on laisse entrer librement du monde entier d'autres produits agricoles. Les Français n'ont pas les moyens d'acheter des produits de qualité que les paysans leur apportent, et on laisse entrer librement d'autres produits. Donc on ne peut pas avoir une agriculture de qualité en étant en concurrence avec une agriculture mondiale qui n'a pas les mêmes exigences. Cécile Cukierman, peut-être votre réaction. Oui, je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord. C'est le débat. Effectivement, il ne s'agit pas de noircir et de montrer tout ce qui va mal dans notre agriculture. Mais à l'inverse, il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'installent, qui se convertissent au bio, et que ces nouvelles pratiques et cette nouvelle prise en compte, y compris du danger, mais pas simplement de la sécurité alimentaire. Les premières victimes aujourd'hui dans l'utilisation abusive des pesticides, ce sont quand même les paysans, les agriculteurs en tout premier lieu. Donc je crois quand même qu'on a besoin de changer de modèle. La question, elle n'est pas de détricoter et de se dire voilà, tout est à repenser, mais il y a en tout cas besoin de repenser différemment. C'était l'objectif des États généraux de l'agriculture. On va attendre de voir maintenant comment ça va se traduire aussi dans des lois. Moi, j'entends la volonté qui est faite de revenir sur la question du prix, et donc de comment est-ce que l'on peut vivre décemment, comment est-ce que sur la problématique des produits de qualité, bio ou pas bio, mais en tout cas des produits labellisés, ils puissent aussi être plus et mieux accessibles pour l'ensemble de nos concitoyens, et que ça ne devienne pas du coup une ségrégation en quelque sorte alimentaire sur la question du coût. Mais effectivement, tout cela ne peut pas être simplement le fruit d'un discours volontariste. On a besoin aussi maintenant d'avoir des accompagnements, un acte. Et ce qui est décidé au niveau du budget sur la fin de l'aide au maintien bio, par exemple, est une vraie difficulté, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire un effet d'appel en aidant à la conversion, au passage ou à l'installation. Il faut aussi accompagner dans la durée. Et là encore, on le voit à travers ce qui vient de se passer cet été, à travers les différentes calamités. On voit bien aussi qu'on est sur des fermes parfois qui sont en difficulté malgré le passage au bio. Donc je crois qu'on a besoin surtout d'avoir une continuité dans le discours des politiques agricoles dans notre pays qui réellement cassent un petit peu ce système et permettent d'aller à une agriculture qui permette de vivre et de s'alimenter correctement. Michel Raison. Oui, sur le bio, il faut faire attention, parce que l'aide à la conversion, ce n'est pas un appel ni un coup de pouce pour inciter les gens à passer en bio. C'est une aide strictement indispensable, puisque l'agriculteur traditionnel qui passe en bio, il a son produit payé en traditionnel, il a une grosse baisse de rendement au début, le temps qu'il s'adapte dans les techniques. Donc ça, c'est pas remis en cause d'ailleurs. Mais après, ensuite, je suis plus modéré, parce que, quelle que soit la production, on a quelquefois quelques petites AOP où les producteurs ont un cahier des charges extrêmement rigoureux, et tant que leur filière n'est pas bien organisée, ils ont aussi du mal. Donc moi, je suis pour... même s'il fallait même renforcer l'aide à la transition et à la reconversion. Et ensuite, je ne sais pas si c'est un service à rendre au bio,
que de leur injecter une sorte de liquide d'assistance au lieu de les aider à organiser leur filière mieux, comme dans d'autres productions. Et c'est plus cela qu'est la vérité, c'est dans l'organisation de la filière. Quand les bios sont bien organisés, ils tournent. Mais dans toutes les productions, il y en a en difficulté. Parce que soit leur ferme n'est pas très bien gérée, soit parce que la filière est en difficulté, soit parce que... Mais je pense pas que c'est en injectant des aides qu'on les aidera le plus et qu'on réglera le problème, c'est mon avis. Ouais. Il y a encore un problème d'organisation de la filière bio en France, Henri Cabanel? Si c'était que sur la filière bio, ça serait moindre mal. La problématique, elle est beaucoup plus sévère que ça, parce que c'est l'ensemble des filières qui doivent se réorganiser pour être à mesure donc de répondre au marché. Et dans les difficultés que l'on voit à travers l'organisation des filières, c'est que malheureusement, trop souvent, elles sont éloignées du consommateur lui-même, quoi. Il y a tout un tas d'intermédiaires qui sont au milieu, qui au passage prennent pas mal de valeur et qui font que les agriculteurs ont du mal à s'adapter à la volonté et à la réalité de la consommation. Donc oui, il faut des filières fortes, bien organisées, qui permettent de répondre au marché et immédiatement. Le bio est une solution, mais je partage assez ce qui vient d'être dit par Michel. Évidemment qu'il faut aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Évidemment qu'il faut se rendre compte que nos sols s'appauvrissent, que beaucoup de choses sont à faire pour refaire en sorte d'avoir un autre contact à la nature que ce qu'on a pu l'avoir jusqu'à maintenant. Parce que c'est aussi une demande, une attente sociétale. Mais je le répète, chaque fois que je le peux, les agriculteurs veulent vivre de la vente de leurs produits. Et si on commence à subventionner derrière, comme on le fait à travers la PAC, c'est une catastrophe. On ne peut que constater l'échec de la PAC à travers donc les DPU. Donc il est essentiel donc d'aider les gens à la conversion, mais après c'est le marché qui fait la règle avec une organisation forte des filières. Finalement, Pierre Louhault, un bon budget de l'agriculture, c'est celui qui permet à la fois d'assurer une rémunération juste des agriculteurs, mais aussi de nourrir les consommateurs? Oui, de nourrir, de bien nourrir et de favoriser une bonne organisation du marché agricole. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux défis. La compétitivité de l'agriculture française. Je crois que si on veut une agriculture vraiment de qualité, elle a des contraintes que les agriculteurs sont prêts à accepter, mais quand il y a des contraintes, il y a un prix qui est au-dessus du marché des autres pays. Donc il y a le problème de protection du marché européen, sans doute. Soit on veut des contraintes et une agriculture de qualité, et on doit protéger ce produit de qualité, non pas l'agriculture, mais le produit de qualité, c'est le premier élément. Et ensuite, le deuxième élément pour avoir une agriculture dynamique, c'est de favoriser des méthodes plus respectueuses. Voilà, on supprime le glyphosate. Il n'y a pas un centime. On nous dit on va faire de la recherche, on va s'adapter, on va tout faire en 3 ans. Et il n'y a pas un centime pour faire. Ça veut dire qu'on raconte du baratin pour faire passer le glyphosate. Ouais. Cécile Cukierman, on voit que le diagnostic est à peu près partagé. Maintenant, quelle solution? Puisque vous avez rejeté ces crédits ce matin. Quelle solution? Écoutez, je crois quand même qu'on fait aussi des propositions. Déjà, on va attendre effectivement la fin des États généraux, puis on va voir ce qui va sortir. On nous annonce un certain nombre de mesures et de lois. Je crois en tout cas, effectivement... même si le dialogue pouvait exister, on a quand même un dialogue qui aujourd'hui est en train de reprendre entre les différentes organisations syndicales agricoles, entre la grande distribution, entre les différentes attentes des consommateurs. On voit que selon les filières, aujourd'hui, se dessinent, à défaut de dire des consensus, en tout cas des avancées qui pourraient être plus et mieux partagées par l'ensemble de la profession. Donc ça, je crois que c'est quand même à souligner. Et puis après, il faut réellement s'interroger sur qu'est-ce que l'on veut comme agriculture. Et ça, c'est un choix de société. Quels moyens l'on se donne pour y arriver. Et à partir de là, effectivement, comment est-ce qu'on accompagne nos agriculteurs, les différentes exploitations pour répondre à ces objectifs-là, sachant qu'on est dans une situation très compliquée. On l'a rappelé aussi ce matin dans le
débat, je crois, les uns les autres, qui est quand même une concentration, une réduction en tout cas du nombre aussi d'exploitations et du nombre de personnes dessus. Donc il faut faire attention à ne pas aller vers une hyper-industrialisation de notre agriculture qui mettrait à mal finalement toutes les attentes exprimées dans le débat, notamment ce matin. Ça veut dire que le débat autour du quel modèle agricole français, il n'est toujours pas tranché, Michel Raison? Alors, c'est pas le modèle, hein, c'est les modèles, mais je reprends toujours la ferme France, pour moi, doit rester une ferme exportatrice. Mais une ferme exportatrice de produits. Mais aujourd'hui, je m'inscris en faux quand on dit qu'on aurait des produits qui ne sont pas de qualité. Tous nos produits sont de qualité. Et on a une sécurité sanitaire alimentaire comme on n'en a jamais eu au cours des dernières décennies. Donc ça, il faut quand même être clair là-dessus. La science, il ne faut pas qu'on jette tout dans le fleuve. La science doit continuer de nous aider à faire des progrès. La science nous a beaucoup aidés. On a éradiqué des maladies, on a éradiqué les famines, on a éradiqué plein de choses. Et maintenant, on doit continuer de faire des progrès, ce qu'on fait depuis tout le temps, mais surtout, ne nions pas la science. C'est Claude Allègre qui avait dit un pays qui commence à nier la science est un pays qui régresse. Et si la ferme France, on commence à lui dire vous utilisez plus de produits, vous faites plus ci, vous faites que de la vente directe, vous faites que... Elle est morte. Il n'y a plus de ferme France. Donc continuons quand même d'être dynamiques et proches de la science. Et je rejoins mon collègue, on ne met pas assez d'argent dans la recherche. Je ne veux pas faire le reproche à ce gouvernement-là. Hein. C'était pareil avant. Responsabilité collective des autres gouvernements. Oui, on ne met pas assez d'argent dans la recherche. C'est extrêmement important. Oui. Henri Cabanel. Oui. La volonté que tout le monde partage, c'est une agriculture de qualité. Les labels de qualité, ils sont partis de chez nous. Les AOP, les IGP, il faut conserver cette volonté pour montrer que nous sommes capables de produire une agriculture de qualité, parce qu'il n'y a que ça qui nous sauvera. Et c'est notre spécificité qui nous permettra donc de nous en sortir. Puis bon, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire, mais s'il y a de la valeur, il y aura des agriculteurs. Et il y aura des terres qui se travailleront. Il faut arrêter de fustiger l'agriculteur comme un agriculteur pollueur. Et sur des sujets, comme il vient d'être évoqué par mes collègues, sur le glyphosate, bien sûr, mais ne réagissons pas sur l'actualité. Il faut se poser et mettre en place des politiques de traçabilité qui, dans un marché mondialisé, pourra permettre aux consommateurs français, dans son acte d'achat, de savoir ce qu'il achète, à travers la transparence qu'il y aura, à travers un étiquetage précis, pour qu'il fasse son acte en toute transparence. Ce n'est pas le cas. Donc il faut effectivement travailler, mais l'essentiel, c'est produire des produits de qualité avec une valeur réellement partagée qui aille vers les producteurs. Un petit mot de conclusion, Pierre Louot, si on résume un peu tout ce qui vient d'être dit, toujours ces interrogations autour du ou des modèles français en matière d'agriculture? Non, moi je crois tant mieux. L'agriculture française est diverse, elle est soumise à une concurrence et il faut, je crois, protéger cette qualité des produits français. Et j'aimerais bien aussi, les agriculteurs se sentent mal aimés. C'est aussi un peu la responsabilité des médias. Moi, je vois trop d'émissions de télé où on démontre que les agriculteurs ne sont que des pollueurs, que ne sont que des maltraitants de la cause animale et ainsi de suite. Il faut rétablir quelques vérités. Vous savez, un agriculteur se suicide par jour. Ça n'est pas par hasard, ça n'est pas... Les agriculteurs sont fiers de leur métier, ils voudraient le garder, mais on a l'impression qu'ils supportent toute la misère environnementale du monde, alors que c'est sans doute eux, dans le monde, qui font le plus d'efforts. Bien, merci. Merci Pierre Louot, merci à Cécile Cukierman, merci à vous Michel Raison, merci Henri Cabanel. On en vient maintenant à cette décision de Donald Trump. Il en a d'ailleurs été question en début d'ouverture de la séance par Eliane Assassi. Cette décision de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, condamnée par la communauté internationale. Cette décision fait craindre une nouvelle intifada au Proche-Orient. Emmanuel Macron l'a qualifiée de regrettable. Le chef de l'État lance un appel au calme. On l'écoute. Je ne partage pas cette décision et je la désapprouve parce qu'elle contrevient au droit international, elle contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et la France réitérera ce qui est sa position au Conseil de sécurité.
Le statut de Jérusalem, c'est une question de sécurité internationale qui concerne toute la communauté internationale. Et la solution, elle doit être trouvée par une négociation entre Israéliens et Palestiniens. Et on va retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences pour une réaction avec le vice-président du Sénat, Philippe Dallier. C'est lui qui est, Saveria, président du groupe d'amitié France-Israël. Absolument, Delphine. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Votre réaction donc après cette annonce hier de Donald Trump, on le voit depuis ce matin, le Hamas appelle à l'intifada. Il y a déjà des affrontements à Bethléem. Je rappelle, Delphine vient de le dire, que vous êtes président du groupe d'amitié France-Israël. Votre réaction donc? Écoutez, ce que le monde entier attendait du président américain, de lui d'ailleurs comme de ses prédécesseurs, c'est de trouver les voies et moyens de relancer le processus de paix. Voilà, ça n'a pas avancé depuis des années, pour des raisons évidentes. C'est très compliqué dans la région. Il y a peut-être aussi un manque de volonté. Et ce qu'on attend des États-Unis, qui est la puissance, qui a les moyens effectivement de faire bouger les choses, c'est de faire avancer le processus de paix. Je crois que la décision de Donald Trump va exactement dans le sens opposé, et elle est tout à fait regrettable. Dans ce qu'il y a à craindre effectivement maintenant, ce sont des affrontements qui sont en train de se produire. J'espère qu'on saura arrêter tout ça. Cette décision met en péril l'équilibre de la région? En tous les cas, je pense qu'en Israël et dans les territoires palestiniens, effectivement, les risques de confrontation et les risques d'attentats vont être renforcés. Vous savez, je crois que la question de Jérusalem, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est très importante pour le peuple juif, bien évidemment, mais cette question-là, elle doit être traitée en même temps dans le processus de paix. Les résolutions de l'ONU sont claires et la France y est toujours, j'allais dire, associée. C'est le processus de paix, la création de 2 États et effectivement régler la question de Jérusalem. Justement, Philippe Dallier, que peut faire la France sur cette question? Que peut-elle dire demain au Conseil de sécurité des Nations Unies? Je pense que la réaction du président Macron est la bonne. Il a rappelé ce qui a toujours été la position de la France. On le voit, beaucoup de pays dans le monde, effectivement, disent la même chose. Je ne sais pas s'il sortira quelque chose de ce Conseil de sécurité, parce que malheureusement, l'ONU a l'air bien impuissante sur un tas de sujets, sur un tas de conflits. Mais je crois que c'est les États-Unis qui ont les moyens de faire bouger les choses. Voilà. Le problème avec Donald Trump, c'est qu'il est absolument imprévisible sur tous les sujets, ce qui commence à poser un sérieux problème, non pas spécifiquement par rapport à cette question, mais partout dans le monde. Et c'est quand même très inquiétant. Mais justement, Philippe Dallier, pourquoi Donald Trump a pris cette décision, a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël? Pourquoi il a fait ça? Visiblement, c'est plus des visées électoralistes que diplomatiques. Je n'en sais rien. Il y a certainement que lui qui pourrait répondre, pour répondre à la question. Mais si effectivement c'est pour payer des dettes électorales aux États-Unis, alors je ne peux pas imaginer que le président de la plus grande puissance mondiale réagisse uniquement comme ça, sans envisager les conséquences. Et le Hamas qui appelle donc à l'intifada depuis ce matin, on peut craindre un embrasement de la région? Cette décision est aussi irresponsable. Je pense que ce dont on a besoin dans la région, c'est effectivement d'apaisement pour relancer le processus de paix. On comprend bien que le processus de paix c'est quelque chose de compliqué, mais c'est la seule solution. On se remettre autour de la table des négociations. Et là, malheureusement, ça n'en prend pas le chemin et c'est regrettable. Très bien, merci. Merci Philippe Dallier d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria. Et je vous le disais, cette question a fait l'objet d'un rappel au règlement en ouverture de séance par la voix de la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi. On l'écoute. Donald Trump a agi en va-t-en-guerre, patenté en prenant cette décision, et cet acte insensé ne peut avoir pour conséquence qu'une nouvelle flambée de violence dont personne, je crois, ne sortirait vainqueur. Au vu de la gravité de la situation, Madame la Présidente, le Sénat, dont l'expertise en politique internationale n'est plus à démontrer, s'honorerait de provoquer rapidement une réunion de sa commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, afin que la voix de notre Chambre résonne fortement dans le débat public. Et on continue les réactions avec vous, Saveria Rojek. À vos côtés, la sénatrice écologiste Esther Benbassa, qui fait partie également du groupe d'amitié France-Palestine. Voilà, Donald Trump qui reconnaît donc Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est une décision bien sûr lourde de sens. Votre réaction? Le président américain est inconscient. C'est une décision qui peut mettre en péril tout l'équilibre de la région?
Je crois que cette décision fait partie d'une diplomatie à la légère, vu l'ampleur de la question. Comme vous savez, Jérusalem a une place très importante dans la mémoire juive et dans le vécu juif, mais en même temps, aujourd'hui, dire qu'on va transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, c'est une décision qui, depuis 1995, est reportée tous les 6 mois par tous les présidents américains. Et aujourd'hui, le problème, c'est aussi qu'en France, le CRIF et le consistoire ont appelé M. Macron à prendre la même décision. Oui. Selon vous, pourquoi Donald Trump a pris cette décision? Pourquoi il le fait? Ce sont des raisons avant tout électoralistes et pas forcément diplomatiques. Écoutez, d'abord, son gendre, on sait qu'il est quand même assez investi dans cette question. On aurait pensé que, disons, pour pouvoir faire avancer la question du conflit israélo-palestinien, et c'est ce qu'il fait, paraît-il, son gendre. On ne comprend pas pourquoi il a pris cette décision. Mais en même temps, on peut dire que son électorat est évangélique. C'est un lobby très important. À cela doit s'ajouter aussi le lobby pro-israélien. Mais en tout cas, c'est surtout le lobby évangélique qui, depuis toujours, attache une très grande importance à la question de Jérusalem. Le Hamas vient d'appeler à l'intifada. Il y a eu depuis quelques heures des affrontements à Bethléem. Est-ce qu'on peut craindre un embrasement de la situation? Écoutez, je ne suis pas devin, d'abord, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une décision lourde de conséquences. Moi, je défends depuis toujours l'idée de 2 États et je m'investis beaucoup. Je tiens à Israël et je tiens à la fondation d'un État palestinien. Et aujourd'hui, cette décision met aussi en péril Israël parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain et qu'il peut y avoir non seulement un embrasement, mais vu la situation actuellement de différents, les déclarations des différents pays, y compris de l'Allemagne, c'est rare, il peut y avoir quand même des vrais problèmes. Une dernière question, que peut faire la France, que va faire la France demain au Conseil de sécurité des Nations Unies? Je ne sais pas. Quel Macron, rôle doit jouer la France? Un rôle d'apaisement et d'une sorte de statu quo pour le moment, parce qu'aujourd'hui, dire que Jérusalem va devenir la capitale de l'État d'Israël signifie qu'il n'y aura pas de paix, puisque les Palestiniens demandent aussi que ce soit la capitale, disons, lors d'une sorte d'accommodement de 2 États, que la ville reste neutre, ou elle soit la ville des 2 États. Enfin, il y a plein d'autres solutions qui existent, mais là, c'est coupé court à tous les, disons, les pourparlers sur la paix. Très bien, merci Estelle Benbassa pour cette réaction, merci. Merci. Merci à vous, Saveria. Je vous le disais en titre, la délinquance a baissé en 2016. Les vols avec violence, les cambriolages et les violences physiques ont connu une certaine diminution. En revanche, la cybercriminalité est en augmentation avec une hausse des fraudes à la carte bancaire. Clément Perrault. La délinquance est globalement en baisse en France. C'est la principale information à retenir du rapport annuel de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Il concerne les chiffres de 2016. Dans le détail, les cambriolages sont en baisse sensible depuis 2014. Les vols de voitures, eux, ont chuté de près de 50% sur 10 ans. Et enfin, les violences physiques sont en baisse constante. Des biens qui sont mieux protégés, par exemple, des maisons, des appartements, des voitures qui sont beaucoup mieux protégées, donc beaucoup moins accessibles pour les délinquants. Également, sûrement, par exemple, pour les vols avec violence, une présence plus importante des forces publiques sur le terrain, notamment suite au déploiement de l'opération Sentinelle ou de Vigipirate. Malgré ces bons chiffres, le sentiment d'insécurité ne baisse pas, il augmente même très légèrement. Enfin, la cybercriminalité explose et notamment les arnaques à la carte bancaire.
La cybercriminalité, déjà, c'est prendre moins de risques d'être interpellé par les forces de l'ordre, puisqu'on est chez soi ou dans un local, donc on n'est pas sur la voie publique. C'est une infraction qui peut rapporter aussi énormément, parce que ce sont des infractions sérielles, et même escroquer, je dirais, des petits montants, quand vous les cumulez entre eux, peuvent très largement dépasser les montants susceptibles d'être volés à l'occasion d'un vol à main armée ou d'un cambriolage. À signaler, le taux de plainte dans les cas d'arnaque sur Internet est près de 2 fois moins important que pour les cambriolages. Et pour analyser cette baisse de la délinquance, notre invité Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Est-ce que vous êtes étonné par les résultats de cette enquête ? Non, je ne suis pas étonné par les résultats de cette enquête. Et d'ailleurs, Christophe Soulez a très bien synthétisé l'analyse de l'enquête qui a été conduite. Je ne suis pas étonné parce qu'il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, les policiers et les gendarmes font très bien leur travail, malgré des conditions difficiles, qui plus est en période d'état d'urgence ces 3 dernières années. Il y a aussi tout un tas de nouvelles technologies qui ont été mises en place pour protéger les habitations, pour protéger les véhicules, qui fait que par la force des choses, la délinquance et la criminalité dans ces domaines-là a fortement chuté. Vous pensez que c'est parce que les policiers font bien leur travail ou est-ce qu'il y a un changement aussi de la part du gouvernement dans ces politiques, dans ces campagnes de sensibilisation ? Alors, il y a effectivement eu beaucoup de campagnes de sensibilisation ces dernières années, ça c'est évident, quel que soit d'ailleurs le gouvernement qui était en place. Mais il y a aussi bien évidemment le travail des policiers et donc comme je le disais ces 3 dernières années, une présence accrue des forces de sécurité, qu'elles soient de police, de gendarmerie, mais aussi militaires sur le terrain, qui fait que ça a aussi un effet dissuasif de ne pas commettre certains délits ou certains crimes. Alors on le disait, il y a une baisse incontestable des formes traditionnelles de délinquance. En revanche, elle se reporte sur la cybercriminalité, la cyberdélinquance. Cette mutation, est-ce qu'on l'a vu venir finalement ? Alors oui, on l'a vu venir parce que le ministère de l'Intérieur, mais plus généralement les administrations françaises se sont dotées d'outils de lutte contre la cybercriminalité. Si aujourd'hui il y a une explosion des chiffres, c'est parce qu'on n'est pas encore à la pointe de l'organisation complète de cette lutte contre la cybercriminalité et notamment une coordination entre les différentes administrations. Donc c'est en train d'évoluer. Le ministère de l'Intérieur bénéficie de ce qu'on appelle la plateforme Pharos déjà, qui permet de dénoncer certaines infractions qu'on a pu constater sur Internet, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour coordonner tous ces services en matière de lutte contre la cybercriminalité. C'est uniquement un problème de coordination ou alors aussi il faut peut-être faire évoluer la loi. Ça a été rappelé parfois, c'est plus facile qu'un vol à main armée, moins dangereux physiquement, il y a moins de répression pénale aussi lorsque on arnaque quelqu'un à la carte bancaire par exemple. C'est un fait. Il y a certainement un glissement entre la délinquance et la criminalité de rue vers la délinquance et la criminalité sur Internet, tout simplement, Christophe Soulez le rappelait également, tout simplement parce qu'on y est normalement, pas complètement, fort heureusement, parce qu'on a toujours des moyens d'identifier les auteurs, mais on a quand même une notion d'anonymat qui permet de produire des exactions. On a une professionnalisation, on a des bandes organisées qui ne sont pas forcément en France d'ailleurs. Toutes ces arnaques ou ces chantages qui peuvent avoir lieu sur Internet partent souvent de l'étranger. Donc oui, il y a un glissement très certainement de cette délinquance vers la délinquance virtuelle parce que c'est beaucoup plus simple. Ça rapporte peu sur le moment, mais cumulé, ça rapporte très vite. Et donc effectivement, il faut mettre les moyens en conséquence pour lutter contre ça. Oui, il y a moins de risques aussi d'un point de vue judiciaire. Oui. Il faut changer la loi. Il y a certainement des textes à modifier. Je pense que le législateur a tout son rôle en matière de lutte contre la cybercriminalité, en mettant des sanctions certainement déjà plus sévères, mais aussi peut-être en légiférant sur la mise en place de différents moyens budgétaires pour développer cette lutte. Autre enseignement, Denis Jacob, de cette étude, le terrorisme devient le premier sujet de préoccupation des Français. Là, quelle est votre analyse ? Écoutez, je pense que personne ne pourra dire le contraire. On a malheureusement vécu beaucoup de drames ces 3 dernières années. Alors, il faut relativiser entre le sentiment d'insécurité
et l'insécurité, il y a quand même une grande différence qui n'est quand même pas négligeable. Mais ce sentiment d'insécurité, il faut le prendre en compte, bien évidemment, c'est normal. Avec ce qu'on a vécu, la population a peur, sont vigilants. Et donc, cet élément-là est à prendre en compte. L'insécurité est avérée. Donc, il faut que les forces de l'ordre qui sont déployées eh bien, rassurent la population. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs au quotidien depuis déjà pas mal de temps. Et je pense que la population doit aussi faire confiance aux dispositifs qui sont mis en place pour éviter tout drame, nouveau drame. Mais malheureusement, le risque zéro en la matière, vous le savez, n'existe pas. On parle d'insécurité. Cette étude révèle aussi que 26% des femmes se sentent en insécurité dans la rue. On sait qu'il y a une police de proximité qui doit bientôt voir le jour. Une de ses missions sera de verbaliser le harcèlement de rue. Ça peut être une réponse adéquate selon vous ? Écoutez, je pense que toutes les dispositions qui peuvent être prises pour rassurer notamment les femmes, c'est une bonne chose. Mais la police a tellement à faire. Que la verbalisation, déjà, il faut identifier très clairement s'il y a harcèlement ou pas. Et je dirais du flagrant délit en la matière, c'est quand même compliqué à déterminer sur le terrain. Et on a tellement de réformes à mettre en place dans la police nationale que bon... Ça peut être intéressant, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode de lutter efficacement contre le harcèlement des femmes dans la rue notamment. Sur la police de sécurité au quotidien, je pense que c'est important qu'on en parle un petit peu. Peut-être que vous alliez l'aborder. On vient de faire des propositions, donc Alternative Police et le SCSI, qui est le syndicat majoritaire des officiers avec qui nous sommes partenaires. On vient d'envoyer au ministre de l'Intérieur une réflexion et des propositions en la matière, et nous avons également saisi l'ensemble des parlementaires. C'est un sujet très intéressant, il ne faut pas le stigmatiser comme étant le retour... Quelles sont vos propositions, par exemple, dans les écoutez, la police de sécurité au quotidien, elle peut être intéressante et efficace si on y allie 3 axes. Tout d'abord, il faut faire une réforme des structures profondes de la police nationale. Il y a une réforme qui a été votée en 2016 au sein du ministère de l'Intérieur qui s'appelle la réforme territoriale de la sécurité publique, qui consiste à revoir l'organisation des services et des missions. Il y a également la simplification de la procédure pénale. Alors, les parlementaires ont déjà travaillé sur le sujet. Il faut aller encore beaucoup plus loin. Alternative Police est à l'initiative de la demande d'oralisation de la procédure, ce qui simplifierait le travail de mes collègues, mais surtout qui les délesterait d'une charge administrative pour repartir sur le terrain, faire du travail d'enquête. Donc, la police de sécurité au quotidien, ça peut être une bonne idée, à condition qu'on nous écoute, et puis qu'on prenne en compte la réalité du terrain et qu'on demande à nos collègues ce qu'ils en pensent exactement. Bon, on a eu un retour du sondage qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur, et on a un retour à peu près de 50 000 réponses au regard des 250 000 agents, forces de police et de gendarmerie. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Il ne faut pas l'enterrer avant d'avoir essayé quelque chose, en espérant qu'on ne retombe pas dans les travers de ce qu'on a connu par le passé avec la police de proximité. Dernière question, c'est une année noire aussi pour les policiers, avec 48 policiers qui ont eu fin à leur jour. Là aussi, est-ce que vous pensez que le gouvernement a pris ce phénomène à bras-le-corps ? Alors, bon, vous le savez, c'est un sujet particulièrement douloureux, mais il ne faut pas qu'il soit tabou. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de traiter ce sujet. On a malheureusement évité le pire hier, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, où on a failli avoir un 49e collègue suicidé, qui à l'issue d'une réunion avec le directeur départemental des Ardennes, qui s'est très mal passé, est sorti de son bureau et s'est pendu avec une cordelette. Elle a fort heureusement été sauvée. Donc ces jours ne sont plus en danger. Il y a un facteur qu'on ne prend pas suffisamment en compte, qui n'est pas forcément le facteur qui conduit au suicide dans la police nationale, mais qui est un des facteurs principaux, c'est les conditions de travail, c'est le management, c'est le harcèlement, parce qu'il y en a aussi dans la police nationale, et c'est la pression hiérarchique. Et on a une réforme également qui est importante et qu'on ne veut pas mettre en place, alors qu'on a les moyens de le faire si on applique les réformes qui ont été votées, c'est la réforme des cycles de travail dans la police nationale. Alors ça peut paraître anecdotique pour les personnes qui nous écoutent, mais il faut savoir que nous avons gagné à l'Europe, nous avons fait condamner la France pour la non-application de la directive européenne du temps de travail. Voilà, les conditions de travail, c'est un véritable problème au sein de la police nationale. Il faut qu'on nous écoute, il faut qu'on trouve des solutions, et les solutions passent par une adaptation des cycles de travail. C'est fondamental pour avoir des fonctionnaires motivés et puis éviter ce burn-out ambiant qui persiste depuis plusieurs décennies.
Eh bien, merci beaucoup, Denis Jacob, d'être venu sur ce plateau. On va continuer à s'intéresser au marathon budgétaire qui se poursuit au Sénat. Pour en parler, on va retrouver Tam Trani, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, ce que l'on peut dire, c'est que les ministres n'ont pas été très présents lors de l'examen de ce texte au Sénat. Oui. Et un exemple, hier soir, il est 23h35, la journée est déjà longue, elle est loin d'être terminée dans l'hémicycle. Les sénateurs s'apprêtent à débattre d'un sujet important, non des moindres, la dette de la France, quand Olivier Dussopt, le secrétaire d'État en charge de la fonction publique qui représente le gouvernement sur le banc, demande une suspension de séance. Je vous laisse apprécier la séquence et la raison pour laquelle il demande cette suspension. Suivante est portée par ma collègue secrétaire d'État, Madame Génie Stéphan, qui est actuellement au banc à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle, afin qu'elle puisse être présente et répondre aux questions de votre Assemblée, je sollicite au nom du gouvernement une suspension de séance de 15 minutes pour permettre que techniquement je puisse la remplacer à l'Assemblée nationale et qu'elle puisse vous rejoindre. Bon, écoutez, Monsieur le Ministre, c'est vrai que c'est pas très apprécié, mais surtout à cette heure tardive, j'avoue que voilà, le Sénat passe après l'Assemblée, si j'ai bien compris, puisque c'est vous qui vous déplacez pour la remplacer. Il n'y aura pas de suspension de séance à l'Assemblée nationale. Si ? Je ne suis pas sûr. Enfin bon, voilà. Alors, vous l'avez entendu, de mauvaise grâce, le vice-président du Sénat, Vincent Delahaye, suspend donc la séance pour 15 minutes. Mais ce n'est que 30 minutes plus tard que Delphine Génie-Stéphan fait son entrée dans l'hémicycle essoufflée. Et elle est accueillie comme il se doit par une série de rappels au règlement, avec notamment l'intervention de la sénatrice centriste Françoise Gatel. On l'écoute. Madame la ministre, nous sommes heureux de vous accueillir à cette heure tardive au Sénat. Vous n'y êtes strictement pour rien et ne prenez pas mon propos comme un propos personnel, mais je pense qu'effectivement le Sénat mérite du respect, de la considération, la dette de la France encore un peu plus, et nous ne pouvons que regretter le fait que les sénateurs aient été abandonnés comme la dette de la France pendant une demi-heure. C'est fort regrettable. Merci, chers collègues. Ce qui est ennuyé dans cette histoire, c'est que cette histoire, elle se répète depuis le début de l'examen du budget 2018. Prenez pour exemple ce qui s'est passé lundi. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dû interrompre la séance à midi, alors que l'on était en train de débattre de crédits de la mission Travail, notamment des emplois aidés, des emplois francs. Elle a dû interrompre les débats pour se rendre dans un déplacement dans le Nord, où elle avait bien prévu d'aller. Et finalement, qui est-ce qui a défendu ces crédits ? C'était la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui a fait son arrivée dans l'hémicycle pour parler d'un budget que d'évidence elle ne maîtrisait absolument pas. La semaine dernière, il y a également eu Marlène Schiappa, qui est également aux abonnés absents, alors qu'elle devait venir défendre le budget de l'égalité femmes-hommes. Marlène Schiappa qui s'était, elle, envolée pour la Corse en raison des élections territoriales. Quant au retard, aux suspensions, je me rappelle aussi que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait fait attendre les sénateurs 20 minutes ce mardi où devait avoir lieu le vote solennel sur le budget de la sécurité sociale 2018. Bref, tout cela manque sérieusement d'organisation et cela commence à crisper un certain nombre de sénateurs. Merci à vous, Tam. Un appel dans le journal L'Équipe pour sanctuariser le budget sport. Une centaine de sénateurs, dans une lettre, demandent aux ministres Laura Flessel et Gérald Darmanin de maintenir les crédits du ministère. Ils s'inquiètent d'une baisse alors que la France doit accueillir des événements sportifs majeurs dans les prochaines années. Fabien Ecker. L'annonce avait surpris. Alors que Paris doit accueillir les JO en 2024, le ministère des Sports voyait son budget diminuer de 7% dans le projet de loi de finances, divisant au passage par 2 les ressources du Centre national du développement du sport, en charge de promouvoir le sport pour tous. Des crédits que les sénateurs ont voulu rétablir en première lecture. En cette période, avec un affichage double de la part du gouvernement, c'est-à-dire un double objectif, à savoir 80 médaillés olympiques, et 3 millions de pratiquants, de licenciés en plus, il fallait donner des moyens, donc des structures supplémentaires et permettre à certaines structures de se mettre enfin aux normes. En vue du vote du budget à l'Assemblée nationale, une centaine de sénateurs de tous bords s'adressent à la ministre des Sports dans un courrier. Ils défendent leur amendement pour le maintien du budget du Centre national du développement du sport, notamment via la taxation des jeux d'argent, car il y a urgence à agir. On ne peut pas attendre 2023 pour faire quelque chose en 2024. Donc il faut dès à présent se mettre en route pour préparer correctement
2024 et le sport pour tous est réellement en danger. Nous attendons bien sûr un effort supplémentaire au niveau de l'État pour préparer les événements qui s'annoncent. Avant les Jeux, la France organisera une Coupe du Monde de rugby en 2019. Les sénateurs comptent désormais sur les députés pour qu'ils maintiennent leur amendement en deuxième lecture à l'Assemblée. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Christine Lavarde, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Finances. Vous êtes à l'origine de cet amendement qui relève les crédits du ministère des Sports à 64 millions d'euros. On va bien sûr en parler dans un instant. Fabien Gay, bonjour. Vous êtes sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des affaires économiques. Pour nous accompagner également Pierre Rondeau, bonjour, économiste du sport, professeur à la Sports Management School de Paris. Merci d'être avec nous. Et Denis Lafou est également sur ce plateau. Bonjour, directeur administratif de la Fédération française des clubs omnisports. Christine Lavarde, comment a été accueilli l'amendement qui a été voté par le Sénat? Est-ce que vous avez bon espoir que les députés le reprennent également lors du vote en seconde lecture? Donc c'est un amendement qui avait été déposé initialement par Michel Savin et le sénateur Kern, qui sont deux sénateurs très investis sur ce dossier déjà depuis plusieurs années. Et c'est un amendement qui a été voté quasiment à l'unanimité, presque sur tous les bancs. Peut-être que le groupe La République En Marche s'est abstenu, mais c'est un amendement qui semble quand même aller dans le bon sens, puisqu'effectivement, on observe aujourd'hui une diminution globale. Il y a une augmentation en valeur, mais c'est factuel, puisqu'en fait, il y a des changements de périmètre entre les années 2017 et 2018. Et aujourd'hui, si on veut promouvoir le sport pour tous, il faut remettre des crédits au plus près. Fabien Gay, vous êtes à l'origine de cette lettre envoyée à la ministre des Sports, Laura Flessel, et au ministre Gérald Darmanin. Est-ce que vous avez une réponse? Non, mais d'abord, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est Claude Kern et Michel Savin qui ont initié cet appel, qui relaie l'amendement de ma collègue Christine Lavarde. Pour le coup, on l'a signé aussi. On a été un certain nombre dans notre groupe à le signer parce que nous, on est cohérents. C'est qu'on pense qu'il y a des grands événements qui arrivent et qu'il ne faut pas que ça aille à l'encontre aussi du développement pour toutes et tous. Mais y compris ça dans toutes les missions. Et c'est là où on peut avoir, là peut-être, un débat, une ligne de fracture entre nous. Ce qu'on défend pour le sport, on le défend sur toutes les autres missions du budget. Aujourd'hui, on parle d'industrie, hier de la santé, tout à l'heure on va parler des Outre-mer. Et là, bon, je m'en félicite, moi, que sur le sport, on va rentrer sur le domaine sportif, que sur ce domaine sportif, les sénatrices et sénateurs aient permis d'augmenter le budget du sport. Et j'espère que l'Assemblée nationale ne reviendra pas dessus. Mais après, il faut qu'on ait une cohérence. Est-ce qu'on le fait pour toutes et tous? Il y a des attentes et des besoins dans tous les secteurs, en éducation, sur le logement, sur l'emploi. Et on voit qu'on est dans un corset austéritaire. On nous demande de faire un peu d'épicerie, je le dis comme ça, on nous dit voilà, enlevez quelques millions là pour les remettre là, alors que le vrai débat de fond, c'est qu'il y a 300 milliards d'euros dans les paradis fiscaux, et là par contre, quand on demande aujourd'hui, il faut s'attaquer à ça, il faut s'attaquer à ce mur de l'argent, ne serait-ce qu'on en reprendrait 10%, ne serait-ce que 10%, c'est 30 milliards d'euros. On aurait un autre débat sur le budget actuellement, et on ne serait pas en train de se dire comment on place quelques millions par-ci, par-là. Donc il faut avoir aussi ce débat de fond. Une piste de financement à explorer. C'est une sacrée piste, excusez-moi. C'est vrai qu'on parle d'évasion fiscale et de paradis fiscaux et des 300, ou on parle entre 80 et 300 milliards peut-être d'argent évadé fiscalement. J'irai même plus loin. Je précise quand même qu'on va accueillir les Jeux Olympiques en 2024, la Coupe du Monde de rugby en 2028, mais 2023, pardon. 2023. Et beaucoup d'organisations d'événements sportifs entre 2016, depuis l'Euro, jusqu'aux Jeux Olympiques. On a réussi à faire de la France une grande terre du sport parce que la France, en l'état actuel des choses aujourd'hui, est un paradis fiscal sportif. Toutes les grandes compétitions sportives qui viennent en France, qui sont organisées en France, ne payent pas d'impôts, sont exonérées d'impôts. Donc on parle de s'attaquer aux paradis fiscaux. La France est déjà, de ce point de vue-là, un paradis fiscal. On estime, c'est un rapport de la Cour des comptes qui a été rédigé en septembre dernier, on estime que les pertes fiscales se chiffrent à 600 millions d'euros pour l'Euro 2016. L'Euro 2016, qui a été une grande fête populaire, une grande fête sportive, c'est un manque à gagner pour la France en termes de rentrée fiscale de 600 millions d'euros. Les 600 millions d'euros, je pense que beaucoup de clubs en France auraient apprécié voir la couleur de l'argent. Et pourtant, Denis Lafou, quand on parle des Jeux Olympiques de 2024, eh bien, c'est présenté comme une manne financière pour la France.
Oui, c'est présenté comme une manne financière. Alors, c'est un peu ce qu'on défend au niveau de la Fédération des clubs omnisports. Il ne faut pas que cette fête soit juste une succession de compétitions qui va engendrer des frais, etc. L'idée qu'on porte dans notre fédération, c'est de dire cette fête, cette grande fête populaire, elle doit être donc bien sûr omnisport, elle doit être avec un rayonnement sur l'ensemble des territoires. Et ça se joue aussi sur la question des financements. Aujourd'hui, les clubs, ils ont besoin d'un certain nombre de financements. Ils ne bénéficient pas. Alors, on leur enlève d'un côté les emplois aidés. On leur dit, le CNDS, ça va diminuer, mais trouver des partenaires extérieurs, privés, etc., c'est peut-être facile pour des grandes compétitions. Tout le monde veut être partenaire des Jeux Olympiques. C'est un peu moins facile pour un club d'un territoire qui a 150, 200, 300 adhérents, ou même jusqu'à des clubs de 3-4 000 adhérents. Ça reste compliqué d'avoir des partenariats. Pour abonder dans le même sens, en plus, la majorité du budget du sport, quand même, 4,7 milliards, provient des collectivités. C'est les collectivités qui sont au cœur du financement. C'est elles qui financent les installations, qui les entretiennent, qui les construisent. Et aujourd'hui, avec les mécanismes de péréquation qui sont de plus en plus importants, dans les zones denses, typiquement l'Île-de-France, les communes, aujourd'hui, se recentrent sur leurs compétences de base, celles qui leur sont instituées par la loi. Et le sport, malheureusement, n'est pas une compétence... ça participe du bien vivre ensemble, mais il faut aujourd'hui... Est-ce qu'on a encore les moyens de le faire ? On a les moyens de survivre, mais on n'a plus les moyens d'investir significativement. Et quand on le fait, c'est un véritable choix. Je vois, moi, dans ma commune, on vient de livrer un nouvel équipement sportif qui nous coûte, quand on regarde les recettes qu'on perd et le coût de l'investissement, 45 millions d'euros. Aujourd'hui, combien de communes sont encore en état de le faire ? Et on a pu le faire. Je ne sais pas si je me plaçais aujourd'hui, on devait prendre la décision, on aurait les moyens de le faire à nouveau. Il y a un chiffre qui est connu, qui sort de l'Association des maires de France. Depuis 2015, le budget des communes, des collectivités en matière de sport chute tous les ans de 25%. C'est vrai, vous avez entièrement raison. Les communes, pour faire face à cette rigueur budgétaire imposée par le gouvernement, ont l'obligation de réduire dans les dépenses secondaires. Et les dépenses secondaires, malheureusement, c'est le sport. Ce qu'on oublie, c'est que le sport, qui est considéré comme une dépense secondaire, c'est le garant du vivre ensemble, c'est le garant de la fraternité, de la cohésion sociale. Et sans le sport, c'est se tirer déjà une balle dans le pied pour la future génération de sportifs en 2024 pour les Jeux Olympiques. Alors, peut-être Fabien Guillon. Non, mais juste, moi je suis heureux de vous entendre parler comme ça. Mais il faut arrêter de voter la baisse des dotations aux collectivités territoriales depuis plusieurs années. Parce que, vous voyez bien, moi je n'ai rien à redire ce que vous avez dit là, mais les votes sont différents dans l'hémicycle. Vous avez voté tous les baisses aux dotations aux collectivités. Vous êtes, je le dis pas vous directement, mais votre groupe. Non mais la droite quand même, avec Emmanuel Macron, aujourd'hui travaille à continuer à détruire les dotations aux collectivités territoriales, les marges de manœuvre, et c'est les communes les plus en difficulté qui se retrouvent les plus pénalisées. On voit les communes qui ont envie, parce que tu as raison. Le sport, la culture, l'éducation, ça doit être au cœur des priorités, notamment dans un certain nombre de territoires. Moi, je suis élu en Seine-Saint-Denis et je suis heureux que, par exemple, on prend Aubervilliers, qui en termes de culture rayonne énormément, de pratiques sportives, je suis élu à Blanc-Ménil, il y a beaucoup de clubs, il y a des milliers de licenciés, et heureusement, c'est le lien social, c'est le mouvement associatif, mais il est mis à mal. La question des emplois aidés, la question de... il y a combien de clubs sportifs qui n'ont pas pu faire leur rentrée ? Donc vous voyez, on ne peut pas dissocier quand même la discussion que nous avons ici sur le sport et puis les votes qu'il y a dans l'hémicycle. Il faut être cohérent. Nous, on l'a été depuis le début, on le dit. Sur toutes ces missions-là, il faut aller chercher de l'argent pour répondre aux besoins des populations, des clubs sportifs qui sont à la suite. Denis Lafou, où est-ce qu'on va chercher l'argent justement ? Moi, je vois effectivement revenir sur beaucoup d'idées. Il y a certes une baisse des financements, mais cette baisse des financements, elle est aussi accompagnée d'une présence moins importante des services décentralisés, déconcentrés de l'État. Dans les DCS, les DR, on a de moins en moins d'agents qui sont normalement aussi au service du développement du sport sur les territoires. On a une vraie difficulté avec les équipements sportifs, un vrai manque d'équipements sportifs. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup d'équipements sportifs qui sont vieillissants. Donc si on fait les finances, les équipements sportifs et les services qui diminuent, ça fait qu'aujourd'hui, les clubs sportifs sont dans une vraie difficulté. Et il ne faut pas oublier que le club sportif, sur son territoire, c'est pas juste de la pratique sportive. C'est aujourd'hui, on est présent sur le sport santé, on est sur le lien à l'économie, on est sur le lien social, sur l'inclusion, la mixité, etc. Le club sportif du territoire, il est présent sur plein de choses, sur plein de domaines. Donc aujourd'hui, il a besoin d'être soutenu. Et financièrement, avoir un club sportif, alors principalement un club omnisport, là je vais parler un peu pour notre crémerie entre guillemets, mais avoir un club omnisport sur son territoire, c'est
hyper intéressant financièrement pour une collectivité, parce qu'un club sportif, c'est du bénévolat, donc c'est des frais quand même, c'est des frais en moins, et puis c'est un engouement, un dynamisme sur un territoire. Pas mal de territoires, leurs plus gros événements sportifs, c'est les manifestations sportives, leurs plus gros événements sur le territoire, c'est les événements sportifs organisés par le club du territoire, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Christine Lavarde, quelles sont les pistes alors pour justement trouver d'autres sources de financement, notamment en ce qui concerne le CNDS? Alors, notre amendement avait une source simple, c'est de dire aujourd'hui les recettes de la fédération, de la FFJ augmentent. Donc, pourquoi diminuer finalement le montant des ressources affectées qui vont des gains de jeux, de jeux de hasard, vers le sport, puisque les recettes augmentent. Donc, finalement, on baisse ni d'un côté ce qui est redistribué aux parieurs, ni de l'autre ce qui va vers le mouvement sportif et vers, finalement, vraiment le bien vivre ensemble. Et sachant qu'il y a quand même un autre sujet qui se pose vraiment dans tout ce qui est le financement du sport et le respect des installations, et ça je l'ai déjà dit, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Quand un citoyen paye pour les services qu'il utilise, il les respecte. Demain, on aura 80% de la population et dans certains endroits, 90-95% des gens qui ne vont plus payer pour les équipements qu'ils utilisent. Et ça pose une vraie question sur le respect du bien collectif. Donc moi, je suis même encore un peu inquiète pour ce qui va se passer dans le futur, parce qu'il y a ce lien qui est distendu entre le service qu'on utilise et le prix qu'on y paye. Alors après, sinon, la seule solution pour les collectivités, ça va être d'augmenter les tarifs. Et là, ça revient juste à dire qu'on transfère du citoyen vers l'usager. Et donc, c'est une autre question. Du coup, il n'y a plus de péréquation. C'est finalement ceux qui... Donc, on va concentrer de nouveau sur des biens qui participent à tous. Voilà. Donc... Pierre Rondeau, et pourtant la ministre des Sports, Laura Flessel, qui a été auditionnée par votre commission, elle estime que la dépense allouée au sport, finalement en France, est l'une des plus élevées de l'Union européenne. C'est vrai que c'est on dommage, n'est pas les moins bien lotis. Qu'on n'ait pas eu un représentant de la République En Marche sur le plateau pour justifier justement ce budget, pour expliquer pourquoi. Moi, en tant qu'économiste, j'ai un peu cherché l'explication, savoir qu'est-ce qui justifiait que le CNDS, le Centre national de développement du sport, est un budget divisé par 2 en termes de budget structurel et voit ses dotations diminuer de plus de 60 millions d'euros sur l'année. Eux, en gros, l'expliquent, si vous voulez, que le CNDS, en partie, comme bailleur de fonds du ministère des Sports, était chargé du financement du sport populaire, du sport amateur, mais aussi des grandes compétitions sportives. Aussi en charge, en partie, du financement des grandes organisations sportives. Et depuis donc 2017 et le PLF 2018, il a été décrété par la République En Marche que le CNDS n'aurait plus en charge l'organisation en partie des grandes compétitions sportives. Et que dorénavant, ces grandes compétitions sportives seront en partie financées par le privé, par le sponsoring, par le mécénat, par le marketing, par le merchandising, et plus par un financement public. Alors, je veux bien le croire que pour les Jeux Olympiques, ça soit autosuffisant et que les JO parviennent, grâce à la billetterie, grâce à la manne des sponsors, à se financer, malgré une dotation d'1 milliard par l'État. Mais quand je pense aux championnats du monde d'escalade, qui sont peu populaires et peu prisés par les télévisions, par exemple, quand je pense aux championnats du monde de hockey, pareil, peu prisés par les télévisions, j'ai du mal à croire qu'on pourra être autosuffisant et être financé par la billetterie, par les droits TV, par le sponsoring, par le marketing. Donc, j'entends bien l'argument de dire que le budget est divisé par 2 parce qu'on ne favorise plus les grandes compétitions sportives internationales, mais on favorise le sport populaire, le sport amateur. J'entends. Mais après, moi, je veux voir la réalité. Et est-ce que les grandes compétitions... Par exemple, le championnat du monde féminin des moins de 19 ans qui aura lieu en France en 2019, déjà, c'est du foot féminin qui est moins prisé que le foot masculin, dès moins de 19 ans. J'ai du mal à croire que Canal+, Beansport ou des grandes chaînes de télévision vont payer plusieurs millions d'euros pour diffuser la compétition. Donc je me demande comment seront financées ces compétitions. Peut-être. Moi, je veux juste revenir aussi sur un point, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a eu une grande révolution dans les associations sportives, qui a été la mise en place de la Convention collective nationale du sport. Alors, je suis moi-même administrateur du Conseil social du mouvement sportif, l'organisation patronale des employeurs du sport. On a une vraie question là. C'est que depuis 10 ans, on amène et on demande aux clubs, et c'est très bien, de se professionnaliser de plus en plus, de structurer les emplois pour éviter tout ce qui était emploi caché, etc. Mais ça a un coût pour les associations. C'est aussi un coût supplémentaire. Alors on ne peut pas d'un côté leur dire structurez, professionnalisez vos associations, et puis de l'autre côté, on va vous supprimer les emplois aidés, on va vous baisser les subventions, parce qu'à un moment, le dirigeant sportif, il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment s'en sortir. Donc ça, c'est quand même aussi un point, aujourd'hui, qui est une vraie problématique. Peut-être la réponse des parlementaires présents sur ce plateau. Fabien Guy. Oui, moi je ne vais pas revenir sur les questions de financement, je l'ai déjà beaucoup évoqué, mais c'est quelle vision maintenant on a du sport? Parce que moi je n'oppose pas, c'est bien qu'on ait des grands rendez-vous,
Il y a la Coupe du Monde féminine qu'on oublie beaucoup en 2019. Il y aura évidemment la Coupe du Monde de rugby en 2023, les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, et puis tout un tas de compétitions sportives qui sont des grands moments de fraternité, de retrouvailles, de chaleur humaine. Et je crois qu'on en a aussi besoin. Et tant mieux. Et ça permet aussi que plein d'enfants rêvent et qu'eux, ils aient envie souvent de s'inscrire au sport. Donc ça, tant mieux. Moi, je ne l'oppose pas avec un développement d'une pratique sportive et le soutien à cela. On parlait des bénévoles. 2 millions de bénévoles aujourd'hui qui font vivre l'activité sportive. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on met sur la table le statut du bénévole ? Bien sûr. Parce que ça, c'est une vraie question. Ça, il faut qu'on commence à en parler. Après, il y a le développement de la pratique sportive libre. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ne peuvent pas se payer une licence sportive, la pratiquent seuls ou en groupe. On prend l'exemple souvent des city-stades, où voilà, on peut taper le ballon avec des amis. Mais maintenant, et ça, on peut se rejoindre, puisque les communes sont maltraitées, elles ont de plus en plus de mal à fournir des installations et des créneaux de libre. Donc, y compris la pratique sportive libre, seule, à part le running, ça devient de plus en plus compliqué pour tout un tas de gens. Et donc, ils s'isolent. Et donc, là, on a l'impression que ce gouvernement prend un tournant de sport business, et je revenais tout à l'heure, vous avez raison de citer que ces grands événements sont quand même des paradis fiscaux entiers. Ils le disent d'ailleurs. Si vous voulez aujourd'hui avoir l'organisation de tels championnats du monde, on ne paiera pas d'impôts. C'est 0%. C'est un préalable. Si vous ne voulez pas, on le fera ailleurs. Donc ça, comment on s'attaque aussi à cela et qu'on le met sur la place publique et qu'on ait un vrai débat public sur ça. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas opposer les uns et les autres, mais il faut qu'on ait une vraie vision de la pratique sportive pour toutes et tous. Est-ce que vous êtes d'accord, Christine Lavarde ? Le gouvernement prend un virage de sport business ? Moi, je pense que de manière plus générale, aujourd'hui, on part vers un recentrement de l'ensemble de la politique publique en haut et on éloigne les actions des citoyens. Enfin, moi, je suis convaincue que l'argent le mieux dépensé, c'est l'argent qui est dépensé au plus près des citoyens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On avait de l'argent via le CNDS qui était dépensé à l'échelle départementale, avec des dossiers de subvention qui étaient déposés et instruits à l'échelon départemental. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? L'argent a été transféré dans le programme 219, qui est une enveloppe nationale. Donc voilà, si on additionne cela à la baisse des ressources des collectivités, ce sont elles qui viennent subventionner les associations, ce sont elles qui font, par exemple, fonctionner les piscines. Aujourd'hui, je veux bien, l'État a un programme qui est nager pour tous ou apprendre à nager. Mais quand les collectivités sont obligées de fermer leurs piscines en zone rurale, parce que c'est par nature un équipement déficitaire, mais à quoi ça sert d'entreprendre une initiative nationale ? Ensuite, pareil, je lis qu'il y a un programme de labellisation de maisons sport santé. Très bien, mais aujourd'hui, on n'a pas attendu que l'État vienne labelliser pour entreprendre des initiatives locales. Enfin, je vois par exemple l'exemple de mon Omnisport. J'ai plusieurs sections qui ont des programmes qui visent spécifiquement à accueillir des personnes en réminiscence de cancer. Elles n'ont pas attendu l'initiative nationale pour le faire. Donc laissons les moyens aux collectivités d'aider les initiatives. Elles les voient, les gens, c'est connu, tout le monde le sait, on vote avec ses pieds. Donc si on n'est pas content de ce que fait le local, on ira voir, on lui dira non la prochaine fois. C'est pas possible de faire ça quand tout est décidé en haut. Donc voilà, redonnons-nous les moyens d'agir concrètement. Pierre Rondeau. Oui, j'irai même plus loin aussi quand on parle aussi de décrépitude du budget du ministère des Sports. Ce qui est intéressant, quand je regarde dans l'histoire, on parlait tout à l'heure par exemple que la France visait 80 médailles aux Jeux Olympiques de 2024. Ce qui est intéressant quand je regarde justement l'histoire, l'Angleterre, jusqu'à très récemment, l'Angleterre avait un modèle de sport business, vraiment libéralisé, jusqu'aux Jeux d'Atlanta de 96. Ultra libéralisé, ultra privatisé, sans aucune intervention de l'État, vraiment le sport business par excellence. En 96, le Royaume-Uni a terminé 40e au tableau des médailles. Après 96, ils se sont pris en main, ils ont dit dorénavant, le sport est un objectif national, nationalisé. On a vraiment intégré le sport à des politiques publiques à la fois départementales, régionales, locales et nationales. Et depuis, le Royaume-Uni a terminé 2e au tableau des médailles aux dernières Olympiades. Donc voilà, simplement, si on vise 80 médailles aux Jeux Olympiques 2024, on prend l'histoire, on prend les modélisations économiques et historiques, et on constate que lorsque l'État intervient durablement dans le sport, dans l'économie du sport, dans la structuration des pôles de performance, nous avons des performances et des grandes performances sportives. Quand l'État se retire de la pratique sportive professionnelle et amateur, les performances sportives
se détruisent. Pourtant, il y aura une loi quand même pour préparer les Jeux Olympiques de 2024. Elle a déjà été présentée en Conseil des ministres. Elle est en discussion à l'Assemblée nationale. Il y a quand même une prise en charge des financements pour accueillir ces compétitions. Oui, alors cette loi, elle est justement un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'était un préalable imposé par le CIO de dire si on vous attribue, vous êtes obligé de faire passer une loi olympique pour en gros pas payer d'impôts. Donc c'est effectivement une considération qui est prise en compte. Moi, ce que je voulais aussi insister, si on parlait tout à l'heure des partenaires. Je vais prendre un exemple. Eurocom, qui est un partenaire de pas mal de nos clubs. Mais Eurocom, la problématique, c'est qu'ils me disent, moi, je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux pas être présent tout le monde. Et puis à un moment, je suis un entrepreneur, je suis là aussi pour faire un peu de business, ce qui est logique. Et ils sont tous dans la même situation. C'est qu'on ne peut pas demain dire aux associations, les pouvoirs publics ne vont plus vous aider, mais tournez-vous vers les partenaires parce qu'eux, ils sont intéressés pour rentrer dans le sport. Ils sont intéressés, comme je le disais tout à l'heure, pour rentrer dans les sports très médiatisés, dans les grands événements, mais pas forcément sur le sport du territoire. Et c'est aujourd'hui, il faut en être très conscient, et ce que disait Madame tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est les clubs du territoire, c'est les actions liées à un territoire, liées à un espace géographique finalement qui correspond à un lieu de vie, qui sont les plus percutants. Il y a ce désengagement, pardon, Christine Lavarde, Fabien Gay. Non mais j'abonde dans ce sens parce que je prends moi à l'échelle de ma ville je crois une cinquantaine de clubs sportifs. Mais aujourd'hui, il y a un choix, par exemple, qui est fait de le foot, le tennis, le judo. Mais, par exemple, des enfants qui ont envie d'essayer l'escrime, le badminton, le tennis de table, ou je ne sais quoi. Des sports peu médiatiques. Ça donne pas envie, c'est pas vrai, vous avez raison. Ça donne pas envie à un entrepreneur de venir investir dans ça. Ou le hockey sur gazon, par exemple, qui est très développé au Blanc-Ménil. Mais ça ne donne pas envie à des entrepreneurs. Donc s'il n'y a pas une action d'État, s'il n'y a pas une action des collectivités, s'il n'y a pas une action des pouvoirs publics pour aider à cela, on va réduire le champ des compétences, c'est-à-dire qu'on va avoir que quelques clubs, que quelques pratiques sportives. Et dernière chose, je finis quand même parce qu'on n'a pas parlé, mais la question on vous réinvitera. De la féminisation du sport et la question de promouvoir aussi le sport féminin est une vraie question en France. Aujourd'hui. Et on a une triathlète sur ce plateau. On aura l'occasion d'en reparler. Tant mieux, mais bon, on reviendra. Merci Denis Lafou, merci Fabien Gay, merci à vous Pierre Rondeau. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir le député socialiste des Landes, Boris Vallaud. Très bonne soirée à tous. Deux films, un débat pour prendre le pouls de notre monde. Votre premier documentaire, Résident de la République, candidature, profession de foi, affiche, débat, récit d'une campagne électorale presque comme les autres, dans un centre pour personnes en situation de handicap psychique et mental. Second film, décembre 1967, il y a 50 ans aujourd'hui. La pilule est enfin autorisée face au fléau des grossesses répétées et non désirées et des avortements massifs qui trop souvent virent au drame. Le tabou du contrôle des naissances tombe. Un film suivi d'un débat. Quelle contraception aujourd'hui? Comment garantir la santé et la liberté des femmes? C'est le programme d'Un Monde en Doc. Un Monde en Doc, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Santé au quotidien. La phobie, c'est une peur. Les plus fréquentes, ce sont les phobies d'animaux. Recherche. Quand on est sous hypnose, on a la perception de ce qui se passe autour de soi. C'est ça la définition de l'hypnose. Prévention. Qu'est-ce qui cause la prématurité d'un bébé? Ça peut être souvent des problèmes d'hypertension. État de santé, présenté par Elisabeth Martichoux, ce soir à 21h15.